WebEx ça. Assistant is enabled to save audio highlights. On doit démontrer que le graphe qu'on a admet un parcours Hamiltonien. Eulérien. Eulérien. Oui. Oui, tout à fait. Et comme on a une condition nécessaire et suffisante, donc la démonstration, elle n'est pas très compliquée. Donc on va dire, On doit chercher on doit trouver que tous les sommets sont de degrés pairs sauf 2. non, même pas sauf 2. Sauf 2 si on cherchait une chaîne. Or, ici, on cherche un cycle. Donc, on va dire, il faut juste voir si les degrés sont tous pairs. Donc, ça veut dire qu'on a une possibilité de construire un cycle eulérien. Tout à fait. Or, ici, vous avez un graphe qui a 5 sommets. Il est complet. Donc, quel est le degré de chaque sommet? 4. Donc, ils sont tous pairs. Donc, c'est bon. Le degré de chaque sommet est égal à 4, entre parenthèses, donc pair. Donc, le graphe admet un cycle eulérien. C'est tout. En fait, il fallait juste comprendre que, donc avant de dire ça, si vous voulez, on va dire que l'arrangement en boucle des pièces du domino correspond à construire, si vous voulez, ou construire un cycle eulérien dans le graphe eulérien, c'est bon, dans le graphe précédent. C'est tout. Et comme le degré de chaque sommet est égal à 4, donc le graphe admet. Enfin, on nous a demandé juste de montrer qu'il admet. Bon, la question pourquoi il n'est pas nécessaire de considérer les dominos doubles, parce qu'ils ne changeront rien, c'est-à-dire on peut les caser n'importe où. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si j'avais des dominos doubles, de toute façon, le degré, il restera donc le degré. Le degré. Il y aura des boucles en fait. Oui, hein? Au lieu d'avoir le degré 4, on aura un degré 6. Degré 5. 6. Quand on rajoute une boucle, le degré augmente de 2. Oui, 6. Donc le degré reste pair. Entre parenthèses, on va dire 2, 4, 6, comme ça. Et donc, le graphe admet aussi un cycle eulérien. Si on prend maintenant les dominos dont les faces sont numérotées de 1 à n, est-il possible de les arranger de façon à former une boucle fermée? Quatrième question. Alors, comment on va répondre? N doit être pair. C'est l'inverse. Voilà. Un pair. N doit être impair. C'est tout. Voilà un peu ce qu'il y a à dire sur l'exercice 10. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice 11.
Il n'y a pas de questions, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Bon, il y a un peu plus de monde, mais ça reste toujours très peu. Vous êtes 12? Ah, 13. Ok, bon. Revenons à notre exercice, à notre série d'exercices. Donc l'exercice 11, il dit que soit G un graphe non eulérien, est-il possible de le rendre eulérien en lui rajoutant une ou plusieurs arrêts? S'il n'est pas eulérien, qu'est-ce que ça veut dire? Que nous avons une condition nécessaire et suffisante. Oui, On peut directement démontrer avec un contre-exemple. ben, on peut directement faire le cas général aussi. S'il n'est pas eulérien, est-ce qu'on peut rajouter des arêtes et le rendre eulérien? Un graphe, nous avons un graphe non eulérien. S'il n'est pas eulérien, donc il y a des sommets qui ne sont pas de degré pair. Oui, il n'admet pas. Bon, il y a des contient des sommets. sommets. Enfin, oui, il y a des sommets, exact. Oui, des sommets de degrés impairs. Bon, allez, on va dire comme ça. Degré impair. Mais qu'est-ce qu'on sait sur le nombre de sommets de degré impair? Il est pair. Voilà, que ce nombre de sommets de degré impair est pair. Ça, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, donc? Donc on peut ajouter, par exemple, si on pose ce nombre est égal à 2K, si on ajoute K arrête, c'est ça. les degrés deviendront pairs. On va rajouter K arrête entre les sommets qui sont de degré pair. Donc, si... De degré impair. Non, le nombre de sommets de degré impair va devenir égal à 0. Voilà. Si on suppose on a 2K sommets de degré impair, on peut alors ajouter K arrête, d'accord, entre des couples de ces sommets, n'est-ce pas? Voilà le point. Le degré de ces sommets devient alors pair. Et donc tous les sommets sont devenus de degré pair, donc le graphe devient eulérien. Tous les sommets seront de degré pair, le graphe devient alors eulérien. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Monsieur ici. Oui. Euh, Oui.
Est-ce qu'on aurait pu dire qu'on aurait pu ajouter au moins K-1 arête? Parce que si on aura... En fait, si vous vous rappelez, quand je dis un graphe un graphe est eulérien, ça veut dire qu'il admet un cycle eulérien. Pas une chaîne eulérienne, mais un cycle eulérien. Ah, d'accord. Ok, merci. Donc quand on dit cycle, ça veut dire que tous les sommets sont de degré pair. Bon, si l'exercice était Oui. de dire que admet une chaîne eulérienne, bah, on aurait rajouté éventuellement K-1 ou K. On aurait pu rajouter K-1 arête et à ce moment-là, on aurait la possibilité d'avoir un cycle eulérien, plutôt un chemin eulérien, une chaîne eulérienne. D'accord. C'est compris. Merci. Est-ce qu'il y a des questions encore? Pas parce que j'écris exercice 12 que vous dites que c'est interdit. Comment on peut appliquer notre proposition de l'exercice 11 à un graphe complet? Si on a un graphe, de 4 sommets complet, comment on peut le rendre eulérien? Vu qu'on peut pas ajouter. Oui, on ne peut pas ajouter. En fait, il Donc, n'est pas dit que le graphe doit être simple. Le graphe eulérien n'est pas nécessairement simple. oui, mais même s'il n'est pas simple, comment on peut l'appliquer si on a déjà un S'il n'est pas graphe? simple, s'il n'est pas simple, ça veut dire que je peux avoir deux arêtes qui entre un couple de sommets. Ah, d'accord. Oui, oui. D'accord. C'est une bonne question quand même. Hein, c'est-à-dire, c'est un cas assez particulier. Oui. Alors l'exercice 12, cet exercice est un peu plus difficile à démontrer, bon, un peu plus peut-être. Donc on va essayer de faire les choses petit à petit. Alors, nous avons un graphe orienté qui est complet et fortement connexe. Alors, un graphe orienté d'une part, et il est complet, ça veut dire que tout couple de sommets est relié par un arc, dans un sens ou dans l'autre, pas nécessairement dans les deux. Il est fortement connexe, ça veut dire qu'entre tout couple de sommets, il y a un chemin qui va dans un sens et un chemin qui va dans l'autre sens. Alors ici, il faut montrer que G admet un circuit hamiltonien. On a déjà une proposition ou quelque chose comme ça qui dit que si on a un graphe orienté complet, sans la propriété fortement connexe, bon, excusez-moi juste une seconde, je reviens. Je vous laisse réfléchir un peu à l'exercice et je reviens.
Alors, je suis de retour, désolé. Comment on va procéder? Est-ce que vous avez une petite idée? Au moins le principe sur lequel on va se baser, ou l'approche, si vous voulez, comment on va démontrer ça. Allô, vous êtes là? Oui, on est là, monsieur. On s'entend. Alors. Bon, désolé, parce qu'il faut que... Donc, comment on va procéder? En fait, souvent, dans ce genre de situation, on va procéder par l'absurde. Donc, on fait une démonstration. Par l'absurde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on suppose que ce graphe, comme il est complet, donc complet et fortement connexe, n'admet pas un circuit hamiltonien. Donc, comment on va faire? Donc, si vous vous rappelez, on a fait quelque chose de semblable en cours. Donc, considérant il manque un S, le circuit élémentaire le plus lent de ce graphe. C'est ça? Et supposons qu'il n'est pas hamiltonien. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par tous les... Il est élémentaire, mais il ne passe pas par tous les sommets une et une seule fois. Donc, comme il ne passe pas, donc, on peut dire il est donc de longueur inférieure à n. Si, bien sûr, n, c'est le nombre de sommets. Jusque-là, tout le monde me suit? Alors? Monsieur, pourquoi la longueur serait inférieure à 1? Ben, s'il était hamiltonien, ça veut dire qu'il serait passé par tous les sommets une et une seule fois. Il serait passé par tous les sommets, donc il aurait une longueur égale à n. Or, nous, on a supposé que ce graphe n'admet pas de circuit hamiltonien. Donc, si je considère le plus grand circuit ou le plus long circuit élémentaire de ce graphe, ce circuit ne pourra pas être de longueur n parce qu'il aurait été hamiltonien. Parce qu'il est élémentaire et il est de longueur n, forcément, il passe. Donc, ça veut dire quoi, il est de longueur n? Ça veut dire qu'il passe par tous les sommets. Il ne passe qu'une fois par chaque sommet. Il est élémentaire. N'oubliez pas. Ah oui, oui, oui. D'accord? C'est quand j'ai dit élémentaire ici, je le mets en gras. D'accord. D'accord? Et qu'il est le plus lent possible, élémentaire. Donc, si je pouvais avoir le plus lent élémentaire qui est dans un graphe, ça serait, si le graphe admet un circuit hamiltonien, aurait été de longueur n. Il passerait par tous les sommets. D'accord, c'est bon, merci. OK. Donc, ce
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ce circuit bon, qui comporte certains sommets. Allez, on va descendre un petit peu. Peut-être que je vais agrandir ça. Donc, bon, on va dire que j'ai les sommets qui sont dans mon circuit, ils sont là. Ici, il y a les sommets de mon circuit. D'accord? Puisqu'il ne comporte pas tous les sommets, donc il y a d'autres sommets qui ne font pas partie du circuit, ils sont là. Donc ici, j'ai les autres sommets. N'est-ce pas? On a une contradiction. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à la contradiction. Oui, mais oui. Non, notre graphe est fortement connexe. Donc. Bah oui, on arrivera à ça, oui, oui. Qu'est-ce que je peux dire maintenant des arcs en fait, comme le graphe il est complet, donc ça veut dire que il y a aussi des arcs qui vont aller de ces sommets-là. Bon, ceux-là, je vais les appeler par exemple A, et ceux-là, je vais les appeler B. D'accord? Le graphe étant complet, il y a donc des sommets, des arcs reliant aussi, hein, aussi les sommets de A au sommet de B. Pas au sommet, mais et les sommets, reliant les sommets de A et les sommets de B. C'est-à-dire, il les relie dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Maintenant, la question qu'on pose, est-ce que ces arcs-là, ils peuvent être tous orientés dans un même sens? C'est-à-dire que tous les sommets qui sont là, comme le graphe il est complet, tous les sommets qui sont dans A sont reliés à tous les sommets qui sont dans B. Mais est-ce que c'est... la question c'est... Pas obligatoirement dans le même sens. Pas obligatoirement, ce n'est pas uniquement pas obligatoirement, mais forcément pas dans le même sens. Parce que s'ils sont tous dans le même sens, le graphe ne serait pas fortement connexe. Ça veut dire que je ne peux pas revenir de B vers A, par exemple, ou je ne peux pas aller de A vers B. Oui. D'accord. Donc, ces arcs ne peuvent pas être orientés tous dans le même sens. C'est-à-dire de A tous vers B ou de B vers A. Ils ne peuvent pas être tous de A vers B ou tous
Je vais rajouter ici tous de A vers B ou tous de B vers A. Ça, ce n'est pas possible. Donc forcément, il y a des arcs qui vont dans un sens, il y a des arcs qui viennent dans l'autre sens et vont tous de A vers B. Donc il y a forcément des arcs dans les deux sens. Bon, s'il y a des arcs dans les deux sens, ben, je vais, comment dirais-je, je vais répartir cet ensemble en deux. Donc, je vais répartir ces arcs en deux. C'est-à-dire, il y a ceux qui partent dans un sens et ceux qui reviennent. Donc, il y a en quelque sorte des sommets de A qui ont des arcs sortants vers B et des sommets de A qui ont des arcs rentrants de B, enfin, qui viennent de B. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a A donc, est divisé en deux ensembles de sommets. Ceux ayant des arcs sortants vers B et ceux ayant des arcs rentrant de B. Donc, on va appeler ces deux sous-ensembles, on va dire A' et A seconde ou quelque chose comme ça. A' et A seconde. Donc, c'est de A' vers B. Et ici, c'est de B vers B'. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc on peut trouver un chemin qui est plus long. On n'y est pas encore. C'est ouais. Vrai qu'on y arrivera à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, on ne peut pas le dire. En question, on peut dire qu'il y a un arc qui va de un ou plusieurs sommets du chemin là vers un des sommets de B. Attendez, bon, c'est juste que...
fait, j'aurais dû diviser plutôt B. C'est B qui a donc qui a une partie qui... Enfin, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire ce que j'ai dit là, donc B est divisé en deux sous-ensembles. Donc je vais dire B' et B seconde. N'est-ce pas? Donc de B' vers A et de... Ici c'est A. Ici aussi c'est A. Et ici de B... de A vers B seconde. Donc, si je divise les deux sous-ensembles, ceux qui sont orientés dans un sens et ceux qui sont orientés dans l'autre sens. Après, enfin, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter donc? B et B' et B second, tous orientés dans ce sens et tous. Donc on peut refaire la figure en quelque sorte. On va avoir quelque chose de ce style-là. Donc on a A. Ici c'est A. Et vous avez B qui est B' et B seconde. Donc de B', en principe, j'ai des arcs qui vont comme ça. Tous les arcs vont dans ce sens. Et l'autre, B seconde, c'est tous les arcs vont dans ce sens. Ça peut-être l'inverse, je ne sais pas ce que j'ai écrit en haut. On peut regarder. De B' vers A, oui, et de A vers B', c'est ça. Tous les arcs vont dans ce sens, et ici, tous les arcs vont dans ce sens. Admettons que le circuit qui est là, il est comme ceci, hein, c'est-à-dire il tourne dans ce sens. Juste pour illustrer un peu l'orientation. Donc ce circuit, il est dans ce sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux aller de B' en allant comme ça vers de B' vers B seconde. N'est-ce pas? N'importe quel sommet de B' peut atteindre, puisqu'il est fortement connexe, peut atteindre n'importe quel sommet de B seconde en prenant ce chemin-là, comme ça, plutôt comme ça et comme ça. Par contre, les sommets de B seconde, ils ne peuvent pas sortir par là, donc forcément, ils doivent être reliés dans ce sens. C'est-à-dire qu'il doit y avoir au moins un arc qui relie un sommet de B seconde vers B'. Oui.
D'accord? Donc, Oui. peut atteindre les sommets de B seconde à partir des sommets de B' en passant éventuellement par A, n'est-ce pas? Mais comme tous les arcs de B' sont orientés dans le sens rentrant par A, donc mais on ne peut pas sortir de B seconde vers A. Donc, forcément, il y a des arcs de B seconde vers B'. Parce qu'en fait, sachez que tous mes sommets sont là, hein. C'est-à-dire il n'y a pas autre chose. Il y a l'ensemble des sommets A qui constitue mon circuit le plus lent, élémentaire. Et après, tout le reste. Tout le reste, c'était B, je les ai appelés B, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à mon circuit élémentaire. Je les ai appelés B. Et après, j'ai partitionné B en deux sous-ensembles. Parce qu'on a dit qu'ils ne peuvent pas être tous reliés dans un même sens. Donc, j'ai dit, ceux qui sont reliés dans un sens, je les mets dans B', et ceux qui sont reliés dans l'autre sens, je vais les appeler B second. N'est-ce pas? Donc, je les ai représentés comme ça dans cette figure. Maintenant, à travers cette figure déjà, je vois que je peux aller de n'importe quel sommet de B' vers n'importe quel sommet de B seconde en faisant ce chemin-là. Mais je ne peux pas aller de B' ni vers A ni vers B' direct comme ça. Donc, les sommets passons éventuellement par A, mais on ne peut pas sortir de B' vers A, comme ils sont tous orientés. Ils sont tous orientés dans ce sens-là, donc je ne peux pas aller. Or, comme le graphe, il est comme graphe est fortement connexe, il doit forcément y avoir des arcs de B', de B seconde vers B'. Donc, je vais avoir quelque chose de ce style-là. Mais cette fois-ci, je vais mettre des pointillés ou quelque chose comme ça. Et je vais mettre une flèche. Pour dire que ce n'est pas tous. C'est-à-dire il y a au moins un arc. Il y a au moins un arc. Ici, bah, on va dire au moins un arc. De B seconde vers B'. On va lui changer de couleur éventuellement. Ah, il n'a pas changé.
Donc là, on peut conclure que il y a un chemin plus lent. Parce qu'en fait, hein, Bien sûr, on avait perdu le son. ah, ça va, vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui, maintenant, c'est... Alors, donc, qu'est-ce je peux dire maintenant? En fait, là, c'est tous les sommets de A sont orientés vers B'. C'est-à-dire, il y a des arcs qui sortent vers B', et tous les sommets de A, il y a des arcs qui rentrent de B' vers les sommets de A. C'est-à-dire que c'est ce qu'on avait conclu, n'est-ce pas? Donc, ils sont reliés. Tous les arcs de A sont vers B. Ces arcs ne peuvent pas être orientés tous dans le même sens. Il y a forcément des arcs dans les deux sens. B est divisé en deux sous-ensembles. Ceux qui partent de B' vers A, ça veut dire que B' est relié vers tous les sommets de A, hein, n'est-ce pas? Que le graphe est complet. Et B seconde est relié à tous les sommets de A aussi, mais dans l'autre sens. C'est bien? Donc on peut prendre un arc particulier de A, plutôt du circuit élémentaire le plus lent, enfin, de tout à l'heure, le plus lent. Donc, en fait, c'est A, hein, n'est-ce pas? C'est constitué de A, donc soit U, cet arc, d'accord? Donc, imaginez que ce soit cet arc, c'est celui-là. Bon, je pourrais éventuellement prendre comme ça. Bon, c'est juste pour illustrer un peu, hein, parce que donc ça, c'est U. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est pas ce U-là que je dois prendre, hein. Excusez-moi, mais normalement, c'est celui-ci, en fait, qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire que, bon, CTRL Z. Ce qui est sûr, c'est que
U est relié à la fois, enfin les deux extrémités de U sont reliées à la fois à B', au sommet de B', et reliées aussi à B seconde. Donc je peux en quelque sorte remplacer U par cet arc-là, enfin par un des arcs qui relie U à B', tel que, donc, un arc, virgule, tel que, attendez, excusez-moi, avant de faire ça, j'ai dit que on peut atteindre les sommets de B' à partir, donc, passant, donc il doit forcément avoir au moins un arc de B seconde vers B'. Ici, il faut que point soit XY, on va l'appeler comme ça, cet arc. N'est-ce pas? XY, cet arc, ça veut dire que X appartient à B seconde et X dans B seconde et Y dans B'. Donc, si on considère cet arc U, bon, qu'on va appeler U égale, on va l'appeler enfin, X', Y', par exemple, X', Y'. Donc, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Il va de X vers Y, cet arc, mais je sais que je peux atteindre de Y', je peux atteindre B, et de X', je peux atteindre B'. Il y a deux, n'est-ce pas? Donc, le circuit passant par, regardez bien, regardez, j'ai un arc qui s'appelle XY, qui appartient à A, donc je peux partir de X par X, ensuite Y', ensuite revenir aller à On commence de B', on va vers XY'. on va X', voilà, X', de X vers X', ensuite Y' comme ceci, et ensuite on va vers Y. Exact. C'est ça. Donc celui-là est plus long. Donc on a une contradiction. Tout à fait. Donc si on prend un arc particulier du circuit élémentaire le plus long, soit U égale à 1, donc c'est pas comme ça, excusez-moi, c'est X', X, Y, parce que c'est Y'. Donc en fait, non, c'était correct. C'est correct. En fait, on commence par... on était dans
On est dans A, on veut dans partir. A, voilà, A, on est dans A, et de- et quand on arrive à l'arc U, comme à l'extrémité initiale de U, je peux aller vers B seconde. Donc, je vais aller vers B seconde, donc c'est X prime. C'est ça? Monsieur, mais là, on commence par X, qui est dans B seconde. On commence par X prime. A, là. C'est ça, Donc, oui. C'était bon. Vous avez raison, oui. X prime, X, Y, Y prime. C'est ça, oui. Oui. J'ai perdu un peu le... Exactement, oui. X prime, parce que en fait, je me suis un peu emmêlé les pinces entre X et X prime. Donc oui, j'étais dans A. Donc A, c'est l'arc C'est l'arc U qui est X prime, Y. U et c'est X prime, Y prime. Voilà. Voilà. Donc je passe de X prime. Ensuite, je peux de X prime, forcément, je peux aller à B, parce que tous les arcs sont orientés dans ce sens-là, à B seconde, pardon. Je vais aller à B seconde. Donc, je peux atteindre, entre autres, le sommet X, B seconde. C'est ça. Ensuite, il y a un arc qui va de X, parce que, en fait, tous les sommets sont reliés de A vers B seconde. En particulier, vers X, qui est relié à Y dans B prime. Donc, je peux aller donc de X vers Y. Et comme tous les sommets de B prime sont reliés aussi à tous les sommets de A, donc je peux retourner finalement à Y prime. Donc, voilà comment je peux obtenir c'est-à-dire, au lieu de passer de Y prime à Y seconde, je peux finalement rajouter un arc qui est je vais avoir deux arcs au lieu d'un seul, n'est-ce pas? Donc j'ai supprimé en fait l'arc X', Y', mais je l'ai remplacé par deux arcs. Donc ce qu'il fallait, donc on arrive à une contradiction. Voilà un peu ce qu'on devait démontrer dans cet exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, oui, j'ai une question. Oui? Est-ce que ça n'aurait pas suffi de prendre juste le sommet qui est dans B prime, par exemple, Y, et prendre le chemin Y et tous les sommets qui sont dans A? Exactement. Je n'ai pas très bien suivi. Pourquoi on a fait tout ça alors qu'on avait sans parler de l'arc éventuel qu'il y a entre B seconde et B prime? On oublie cet arc et on dit que forcément il y a un chemin entre un des sommets de B prime, par exemple le K, Oui. qui va être relié à tous les sommets de A. Donc il y aura un chemin de longueur N. Mais on est en train de parler d'un circuit. On est en train de parler d'un circuit, pas un chemin. Ah, oui. On veut montrer qu'il existe l'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Oui, c'est bon, c'est bon. toujours possible. Non, pardon. Vraiment montrer que j'ai admis un circuit Euler hamiltonien. Ah, D'accord? oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, c'est bon, merci monsieur. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus laborieux. Ok, c'est bon, très bien. Bah, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes? C'était quoi notre supposition, monsieur? Notre supposition, c'était qu'il y avait un chemin, un chemin, un chemin élémentaire qui ne passait pas par un chemin. Par tous les sommets. Un chemin élémentaire le plus lent, c'est le plus lent, on a considéré que c'est le plus lent, mais il ne passe pas par tous les sommets parce qu'il n'est pas hamiltonien. S'il était hamiltonien, ça veut dire qu'il passait par tous les sommets. Donc s'il n'est pas hamiltonien, ça veut dire qu'il ne passe pas par tous les sommets. Donc ici, ça aurait suffi de démontrer qu'il existe un chemin plus long. Pas un chemin, c'est un circuit. Un circuit. Ah oui, Oui. un circuit. C'est bon. Oui, d'accord. C'est bon. C'est bon? Oui, Allez. merci.
S'il n'y a pas de questions, on passe à la série suivante. Bon, j'enregistre celui-là, comme ça je m'arrête là. Et j'ouvre un autre fichier, nouveau document texte. Allez. Exo 1 du chapitre 3 cette fois-ci. Donc l'exercice 3 du chapitre, enfin l'exercice 1 du chapitre 3, il y a combien d'exercices? Je veux juste voir un petit peu pour voir si on aura le temps de le finir. Bon, on n'aura pas beaucoup de temps malheureusement. Je ne sais pas comment on va s'arranger pour avancer dans le TD. Parce que le TD, on est très très en retard. Il me restait un cours, normalement c'est demain. Je devais faire le dernier cours. Et tout le reste, je vais le consacrer au TD, mais il nous reste une semaine, c'est ça. Donc c'est pas grand-chose non plus. Enfin, c'est 2 heures quand même. C'est 2 heures de présentiel, c'est ça. En une semaine. Oui, c'est ça. Donc ça ne me suffira pas pour aborder tous les exercices de chapitre 3 et chapitre 4 et chapitre 5 et chapitre 6. Bon, bref, il faut commencer et après on verra s'il faut que je vous envoie des corrigés ou... Ok. Alors, pour cet exercice, la première question, c'est déterminer les niveaux de ce graphe. Donc, on va rapidement faire. Donc, N0, qu'est-ce que c'est? Si vous vous souvenez, c'est les sommets qui sont de niveau 0, c'est-à-dire les sommets qui... Oui, Et qui n'ont pas de prédécesseur. Donc c'est A et I. tout à fait. Donc, c'est A, C'est un degré. I, Petit A. petit a et I. Ensuite, N1, le niveau 1, ça va être les sommets qui, lorsque j'enlève A et I, c'est les nouvelles sources, n'est-ce pas? A. H et G. Donc ça va être GH. N2, quand j'enlève GH, alors c'est E et F. C, E, F, oui. C'est A, E, F. Ok. N3, c'est quand j'enlève E et F, il me restera C, C, C et D. Et alors N4, c'est B. C'est ça? En principe, c'est ça. Donc, donner la longueur des chemins minimaux reliant le sommet A aux autres sommets du graphe. Donc, on appliquera l'algorithme de Bellman, puisque ici, le graphe admet une répartition par niveau. Donc, on nous suggère en quelque sorte d'appliquer l'algorithme de Bellman. Donc, deuxième question.
Donc on commence par initialiser pi. Bon, je vais écrire comme ça, pi. Hein. Pi de A est égal à 0. Et tous les autres, pi de B est égal à plus l'infini. Donc égal à pi de C T E F G, il y a un H, et c'est tout. Tout ceci est égal à plus l'infini. Bon, allez, je vais l'écrire comme ça, malheureusement. Hein. Bon, pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce que sinon, je cherche les symboles, etc. À plus l'infini. C'est comme ça? C'est bon jusque-là? L'algorithme de Bellman, c'est comme ça, l'initialisation après. Donc, en fait, je vais chercher les sommets qui sont dans chaque niveau et je vais voir en fonction de leur prédécesseur. Donc, si je prends par exemple le G, pi de G, ça va être égal au max de pi. Quels sont les prédécesseurs de G? I. I plus 1, n'est-ce pas? C'est ça? Plus 1 qui est l'arc qui va de I vers G. De I vers G, donc plus 1. Et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Donc ça nous donne encore plus l'infini. Est-ce que tout le monde arrive à me suivre jusque là? Ensuite, vous avez pi de H. En fait, normalement, on doit numéroter les sommets. On doit les renuméroter en respectant les niveaux. C'est-à-dire que celui-là va être 0, celui-là 1, 2, 3, 4, plutôt 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. On doit respecter les numéros, les niveaux qu'il y a ici. Et quand on va numéroter, on va prendre les... J'ai pris la notation max P de I plus 1. En fait, normalement, par rapport à tous les prédécesseurs. Ici, pardon, c'est pi de I. C'est le max entre le poids de G avant, qui est l'infini, enfin le minimum entre... Le min, oui, le min. Le min. Le min. Non, oui, vous avez raison. D'une part, c'est le min, et d'autre part, en fait, pourquoi j'ai mis min de quelque chose, mais qui est unique? Parce qu'en principe, je devrais avoir par rapport à tous les prédécesseurs. Le min par rapport à tous les prédécesseurs. Or, ici, il y a un seul prédécesseur. C'est pour ça que le min n'a pas vraiment beaucoup de sens. Vous allez mieux comprendre ici. Alors, c'est le min entre quoi et quoi? Bon, allez, d'ailleurs, ici, j'aurais dû mettre peut-être des accolades pour que les choses soient un peu plus logiques. Alors, le min entre... Quels sont les prédécesseurs de H? Cette fois-ci, c'est A et I, n'est-ce pas? Donc, ça va être pi de A plus 1, n'est-ce pas? Plus 1. Et puisqu'il y a un autre prédécesseur, c'est I, pi de I plus 2. Là, le min a un sens parce que je dois choisir entre pi de I, pi de A
plus 1 et pi de i plus 2. Et comme pi de a est égal à 0, donc plus 1, ça me donne 1. Et pi de i est égal à plus l'infini, plus 2, ça reste plus l'infini. Donc le minimum, ça va être donc, le min, voilà, entre 1 et plus l'infini. Et donc, c'est 1. J'ai fini avec GH, donc je passe à pi de E. Je suis les niveaux ici, hein, donc j'ai commencé A, I, bon, c'est il y a par initialisation, on va dire, parce que c'est des sources. GH, ensuite, maintenant, c'est E et F. Bon, je peux commencer par E ou par F, hein, peu importe. Ils sont dans le même niveau. Donc, toujours, c'est le min par rapport au prédécesseur. Donc, voilà, pi de H plus 3. 3, voilà, plus 3. Et quel est l'autre prédécesseur? Et C'est G. D'accord. Pi Plus 5. de G plus 5. Ceci, donc, c'est le min entre... Donc, pi de H, on a trouvé que c'était 1, n'est-ce pas? Pi de H, on vient de le calculer, est égal à 1. Plus 3, donc ça me donne 4. Virgule. Pi de G est égal à plus l'infini. Plus 5, n'est-ce pas? Et plus l'infini. Donc, ça nous donne encore plus l'infini. Donc, le minimum, ça va être 4. Pi de F, c'est toujours le minimum entre pi... J'ai une question. On n'est pas censé, dans notre formule, la formule elle est correcte, mais elle est censée prendre en compte le pi de f initial. Genre ici, par exemple, on doit comparer pi de f, on prend le minimum entre pi de f, pi des prédécesseurs de f, plus leur... C'est pas ça? Pas dans l'algorithme de Bellman. Dans l'algorithme de Bellman, ce qu'on va calculer n'ont pas été encore calculés auparavant. L'algorithme de Dijkstra, oui, parce qu'en fait, on fait des améliorations. Mais ici, c'est pas en fait des améliorations, on les calcule une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que quand on arrive à un sommet, il va être calculé et ce sera la dernière fois. Alors que pour Dijkstra, c'est-à-dire on peut calculer la valeur le pi d'un certain sommet et il peut être amélioré dans la suite. D'accord? Ici, pi de f, il va être calculé une fois et c'est la dernière fois. C'est-à-dire il n'y aura pas d'amélioration. Donc, il était à la plus l'infini, il passera à une certaine valeur, soit plus petite ou peut-être il restera à plus l'infini, comme c'est le cas par exemple pour pi de g. Mais on ne reviendra plus sur pi de f. Il n'y aura plus d'amélioration. Et jusque-là, pi de f est égal à plus l'infini. D'accord, donc c'est le minimum pour pi de f, donc pi de h plus 4 et pi de g encore plus 3. Bon, on épargne la réécriture une deuxième fois, donc c'est pi de h, on a trouvé h c'est 1, donc plus 4 ça nous donne 5, n'est-ce pas? Et pi de g c'est plus l'infini, donc ça ne sert à rien de faire le min des deux, donc c'est bon. N'est-ce pas? Oui. Donc pi de c égale au minimum entre les prédécesseurs qui est pi de
H Plus 5. plus 5 et pi de E plus 3. Donc, ça va être le minimum entre pi de H, on a trouvé que c'est 1. Donc, 1 Yes. plus 5. Et pi de E, c'est 4. Plus E vers c'est 3. Voilà. Donc, le minimum entre 6 et 7, c'est 6. Alors, il nous reste celui-là. Donc, pi de D, c'est le min entre, alors D, il a E et F comme prédécesseur, donc pi de E plus combien? Pi de D, pi de E plus 2, n'est-ce pas? Oui. Et pi de F Plus 1. plus 1. Donc c'est égal au minimum 5. entre pi de E, on a trouvé que c'était 4 plus 2, n'est-ce pas? Et Oui, 6. pi de F, on a trouvé que c'est 5 Plus 1. plus 1. Oui, donc ça nous donne 6. Et donc le minimum est égal à 6 aussi. Le dernier sommet, donc c'est B, donc pi de B. Voilà, celui-là, ça va être le minimum pour une C. fois, donc pi de C plus 2 et pi de F plus 5 et pi de D, c'est ça? Plus 4. Oui, plus 4. Et ça nous donne, donc pi de C, c'est combien? 6. C'est 6. Donc c'est le minimum entre 6 plus 2 et pi de F est 5 plus 5 et pi de D 6 plus 4. 6 plus 4. Donc le minimum est égal à 8. 8. Voilà. Donc et à chaque fois, en principe, on doit garder la trace de ce qui nous a donné le minimum. Ici, par exemple, le minimum, il est venu de C. Ici, le minimum, il est venu de F, plutôt de... Ah oui, c'est la même chose, pareil. 5 plus 1 et 4 plus 2, donc F ou E, c'est pareil, donc on peut garder l'un ou l'autre. Ici, le minimum est venu de H et ainsi de suite. Donc comme ça nous permettra de retrouver les chemins optimaux pour chacun des sommets. Donc ça, c'est en appliquant l'algorithme de Bellman. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Bon, ça aurait été mieux de le faire directement sur le graphe. Bon, peut-être que ça nous aurait donné... si vous êtes libre, je vais vous prendre encore 5 minutes pour le faire. Je vais faire du copier-coller. On va faire le travail sur le graphe. Comme ça, ça sera peut-être un peu mieux facile à comprendre. Alors,
Donc, je sais que cette histoire. Ah, parce que je peux pas écrire parce que c'est une image. Bon, ça complique un peu les choses. Bon, tant pis. Enfin, j'espère que vous avez bien compris un peu ce qu'on a fait. Donc, ça ne me permet pas d'écrire. Je sais pas s'il faut que je dissocie ou quelque chose comme ça. Vous m'écoutez, vous m'entendez là? Vous êtes toujours là? Oui, Oui, monsieur. Oui, monsieur. Désolé parce que j'ai dû me déplacer. Comme, Madame Boukala aussi, elle a un cours maintenant, donc vous ne pouvez pas être au même endroit. Donc voilà. Donc bon, le problème c'est qu'il faudrait que là, je suis obligé de prendre, d'insérer un symbole. Donc le plus l'infini, il faudrait que je le trouve. Caractères spéciaux. Bon, quitte à ce que sinon je prends un symbole comme le et commercial ou quelque chose comme ça, sinon. Alors, y a-t-il quelque chose qui ressemble à plus l'infini ici, à l'infini? Alors, il y a tout sauf ce que je cherche. Pas si- Bon, bref, c'est pas grave. Je vais mettre à la place de plus C'est là. l'infini et commercial et puis c'est tout, hein. Donc ça va être ça. Et je vais mettre un tiret. Donc tout ça entre quelque chose comme ça, entre accrochés. Donc ça, c'est pour dire que c'est plus l'infini et ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas de prédécesseur. Idem ici. Bon, sinon je vais le mettre un peu plus bas. Donc voilà, c'est plus l'infini, ceci. Et il n'y a pas de prédécesseur. Ici, alors, quand j'arrive là, donc j'ai donc on a dit le minimum entre ce qui vient. Ah pardon, ici c'est pas un plus infini, c'est 0. Qu'est-ce que j'ai mis? Ici c'est 0, hein, parce que
tous les sommets partant de A. Donc ici, ça devait être 0. Donc ici, ça va être 0 plus 1 et plus l'infini plus 2. Donc ça nous donne 1. Et le prédécesseur, c'est petit a. Ensuite, il y a G. Donc on a trouvé que c'était plus l'infini aussi. Bah, et le seul prédécesseur, c'est I. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Quand on enlève H et G, en fait, on a F. Donc ici, le minimum, c'est 1 plus 4 et plus l'infini plus 3, donc c'est 5. Et le prédécesseur, c'est H. C'est juste pour mettre, en fait, ces informations en plus. Bon, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à écrire ici. J'imagine parce qu'il y a des... Bon, c'est pas grave. Non, c'est grave. Je ne peux pas faire autrement. Bon, pour eux, j'arrive pas à placer, sinon je vais mettre rajouter du texte ou quelque chose comme ça, et puis c'est tout. Zone de texte ici. Donc je vais mettre l'accolade. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il a comme prédécesseur? C'est H et G, donc H plus 1 plus 3, donc ça nous donne 4. Et le prédécesseur, c'est H, et je fais. Ici, le minimum entre 1 plus 5 et 4 plus 3, donc c'est 6. Et le minimum, il nous vient de H. Bah, pareil, je dois insérer peut-être une zone de texte. Alors, c'est le minimum, il nous vient 4 plus 2 et 5 plus 1, donc peu importe. Donc ici, le minimum, c'est 6. Et on peut prendre soit E, soit F, peu importe. E ou F. Et enfin, bon, en fait, je ne sais pas. Bon, c'est juste que... Alors, le minimum, c'est 6 plus 2, ça fait 8. Ou bien 5 plus 5, ça fait 10. Ou bien 4 plus 6, ça fait 10. Donc, c'est 6 plus 2, c'est 8. Donc, il nous vient de C. Voilà un peu ce que nous devons avoir pour... exactement pour pouvoir retrouver tous les chemins optimaux. C'est-à-dire que si je veux aller de A vers B, par exemple, ben, le chemin optimal, il passe par C, ensuite C, il passe par H, et de H, je vais vers A. Si je veux aller vers D, D, je peux passer par E ou F, peu importe, et ensuite de F, par exemple, je dois aller vers H, et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment on s'interprète un peu cette écriture. C'est bon? Oui, monsieur. Corriger exo 1, C'est bon. chapitre 3 ici. Non. Très bien. Bah, je vous libère et à demain, Inch'Allah. Merci, monsieur Adam. Ok, allez, demain.
Vous arrivez vous retrouvez bien sûr mes corrigés dans Google Classroom. Vous êtes toujours Oui. là? Oui, on les D'accord. trouve. Très bien. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc plus, documentation, titre, donc corriger. Je sais pas, c'était exo 10, 11 et 12, il me semble. Fichier. Sauf que je n'ai pas généré le PDF, je crois. Bon, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. C'est là.